Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir tous. Nous sommes aujourd'hui à Sainte-Monique parce que c'est la première municipalité qui va utiliser le règlement de M. Langelier que nous allons vous présenter sous peu. Je me présente, je suis Janie Vachon-Robillard, citoyenne à Saint-Léonard d'Aston. Je suis aussi l'autrice d'une lettre ouverte qui a été remise à la MRC en avril dernier, le 21 avril dernier, qui a récolté 940 signatures. Et je me retrouve aujourd'hui porte-parole d'un comité de citoyens qui regroupe 35 citoyens provenant de 11 des 12 municipalités de la MRC qui sont visées par le projet éolien. Et nous avons nommé ce comité pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. Donc aujourd'hui, nous avons l'intention d'annoncer que nous ne souhaitons pas répéter l'histoire encore au prochain BAP. Vous pourrez prendre à l'avant des citations, des extraits des anciens BAP. Quand on les lit, on a vraiment l'impression de lire l'histoire qu'on est en train de vivre. Ça ne fait que se répéter de projet éolien en projet éolien. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous dénonçons à l'avance, nous n'attendrons pas le BAP pour dire que nous déplorons qu'une démarche participative, concertée et transparente n'est toujours pas mise en place alors que le temps file. La MRC n'a toujours pas officialisé qu'elle ne déposera pas de projet éolien à Hydro-Québec le 12 septembre prochain. En fait, ce n'est pas la MRC qui le dépose, mais qu'elle ne donnera pas son appui pour que ce projet-là soit déposé. C'est toujours pas officialisé. Ils nous ont dit que c'était possible seulement, mais ça laisse les citoyens dans un flou total. Que se passera-t-il? Quand est-ce que les conseils municipaux choisiront s'ils donnent une résolution d'appui ou non aux promoteurs? Quel est le calendrier prévu? Quand pourrons-nous prendre connaissance du règlement de zonage en préparation par la MRC, qui n'est toujours pas public, mais que les promoteurs, eux, ils ont eu connaissance de ce règlement-là? Quand est-ce que des ouvertures de registres seront possibles pour des référendums comme dans les municipalités de la MRC d'Arthabasca? C'est ça que les citoyens ne savent toujours pas. Comment ils pourront faire une différence dans le projet actuel. Alors que selon moi, ce projet comporte des risques avérés pour notre plus grande richesse locale, c'est-à-dire notre environnement sain, avec le silence de la campagne, ses paysages naturels, ses espèces volatiles et son ciel de nuit noir. Avant de conclure, quelques ententes que ce soit avec les promoteurs, la MRC se doit de nous donner, à nous les citoyens, toutes les preuves que les avantages supplantent les désavantages et que la majorité de la population a bien choisi de manière libre et informée que ces éoliennes s'implantent dans son milieu de vie. Et nous ne pouvons pas attendre après une MRC qui s'est fermement annoncée en faveur du projet sans d'abord avoir eu l'appui de sa population. C'est pour ça qu'on est un groupe de citoyens qui a travaillé d'arrache-pied dans les dernières semaines pour proposer des solutions concrètes. Et aujourd'hui, on vous en propose deux. La première, c'est un règlement alternatif qui répond au moins à deux des demandes que j'ai faites dans la lettre ouverte d'avril, ce qui était d'avoir une période de temps définie pour qu'on tienne une réflexion collective. Et la deuxième, c'est la nécessité d'obtenir une autorisation de la municipalité avant de faire signer des contrats d'option à des propriétaires terriens de manière isolée et confidentielle. Alors, je vais laisser M. Langelier bientôt vous présenter son projet de règlement qui répond à ça. Et la deuxième action que nous avons préparée comme comité, c'est une campagne d'information publique apportant une diversité de points de vue sur des enjeux variés avec des experts indépendants et libres de tout conflit d'intérêts. Et nous vous partageons aujourd'hui ce calendrier qui inclut 4 séances estivales parce qu'on n'a pas le choix, c'est le 12 septembre, donc il faut faire ça pendant l'été. Ça commence le 29 juin à Grand-Saint-Esprit à 19h au Centre des loisirs. Vous pourrez prendre la programmation complète. Et nous annonçons également qu'il y aura de futures rencontres avec des experts du collectif scientifique pour les enjeux énergétiques au Québec. Mais ces rencontres devront attendre à l'automne afin que les scientifiques puissent se préparer adéquatement.
J'invite maintenant M. Langelier, juriste et sociologue, à présenter son règlement. Est-ce que vous voulez venir près des micros avec moi? Oui, bien sûr. Parfait. Oups, juste ici. Parfait. C'est bon? Oui. OK. Alors donc, ce que je vous disais, c'est que le règlement comprend essentiellement 4 parties. Dans un premier temps, il y a un certain nombre de constats ou d'attendus qui illustrent les compétences réelles de nos communautés locales de se doter d'un tel règlement. Ensuite, c'est de dire, oui, on veut, chaque municipalité du Québec est souvent confrontée à des problèmes financiers importants à cause des changements climatiques. Donc, les municipalités québécoises sont à la recherche de soutien financier. Ceci dit, ça n'exige pas et ça n'implique absolument pas le fait qu'on fasse n'importe quoi pour aller chercher ce soutien financier-là. Alors donc, on affirme le fait que les municipalités québécoises sont intéressés de participer à la transition énergétique, d'une part, mais que cette participation ne peut pas se faire au détriment de l'intérêt légitime des citoyennes et des citoyens qui vivraient non seulement avec les avantages, mais les inconvénients. Alors donc, en application du principe de précaution, ce que le règlement suggère, c'est de mettre pour le moment les distances séparatrices les plus importantes entre les éoliennes et les résidences privées des citoyens et des citoyennes, ainsi qu'une série d'autres distances séparatrices qui nous semblent correspondre aux standards les plus élevés que nous avons rencontrés dans les MRC québécoises. Ce ne sont donc pas des distances séparatrices qui ont été inventées par fantaisie, mais qui correspondent à ce qui existe déjà au Québec. Mais il ne faut pas simplement mettre des distances séparatrices qui pourraient être considérées comme des obstacles de la part des promoteurs, mais également un engagement clair et convaincant des municipalités à faire une analyse poussée des avantages et des inconvénients, des nuisances, le bruit, la productivité agricole, le trafic lourd qui met en cause la sécurité des citoyens, les dommages aux routes municipales, etc., sans parler de ce qui s'en vient en termes d'influence négative sur la faune et sur la flore. Donc, ce que le règlement dit, c'est que les municipalités s'engagent dans une période donnée, puisque le règlement comporte une clause crépusculaire, c'est-à-dire qu'il prévoit qu'après 2 ans, au plus loin, le règlement cesse de s'appliquer. Mais il peut évidemment être remplacé ou abrogé avant, lorsque, effectivement, la municipalité, les élus, ont colligé et ont fait des enquêtes pour présenter à leurs citoyens un tableau réel des avantages et des inconvénients. Et donc, il faut le faire pendant une période maximale de 2 ans, après quoi les citoyens devraient être en mesure de décider. Mais pour que cette décision-là corresponde véritablement à une décision éclairée, la municipalité doit aussi s'engager à mettre en place un processus de consultation étendu pour chacune des étapes du projet. Non pas comme on procède actuellement, en procédant de façon très opaque, en catimini, à développer un projet, à s'entendre entre municipalités sur le partage des ressources et des inconvénients, pour ensuite nous proposer un projet qui est non négociable, non amendable. C'est pas comme ça qu'on peut véritablement recueillir l'avis des citoyens. Alors donc, le règlement prévoit donc des distances séparatrices, un processus d'enquête et de consultation étendu sur une période maximale de 2 ans.
Il y a aussi des clauses secondaires, par exemple, que si un entrepreneur veut faire des activités dans le territoire d'une municipalité, il doit avoir une sûreté de 2 à 5 millions de dollars pour s'assurer que, par exemple, on sait bien que l'installation des plateformes vont abîmer de façon évidente les routes municipales. Parce que, vous savez, pour ériger ces plateformes géantes qu'on nous propose, ben il faut 60 camions, 60 ready-mix, comme on dit, de béton. Alors, ça veut dire 1200 tonnes de béton qui doivent être utilisées. Alors, quand ça se promène sur les routes municipales, évidemment que ça crée des dommages. Nos chemins de campagne ne sont pas construits pour la promenade de véhicules lourds. Donc, il faut aussi avoir un élément là, qui s'assure que les dommages éventuels qui sont provoqués aux chemins municipaux ou à d'autres infrastructures municipales puissent être compensés adéquatement. C'est donc un règlement qui propose plus un processus qu'une décision sur les éoliennes. Comme membre du collectif scientifique sur la transition énergétique, nous, on a identifié plusieurs enjeux pour lesquels il faudrait que les citoyens aient des réponses. Quel est le bruit, par exemple? Et là, on a assisté récemment aux démarches les plus fantaisistes d'un maire qui part avec un petit sonomètre, puis qui s'installe, puis qui dit « c'est à peu près ceci, c'est à peu près cela ». C'est absolument pas scientifique des usages comme ça de techniques pour essayer de convaincre les citoyens. Ça nous montre bien aussi le fait que nos MRC ont été placés dans une sorte de piège, puisque l'appel d'offres est sorti en mars et on voulait avoir un consentement éclairé au mois de juillet. Vous vous rendez compte que c'est complètement farfelu comme situation et malheureusement, il y a certains élus qui ont embarqué dans ce train-là qui ne menait, et c'est ça le problème principal, qui ne mène qu'à des déchirements au sein de la communauté. Alors, ce règlement-là n'est pas une garantie qui aura acceptabilité sociale à tout type de projet éolien, mais à tout le moins donne un processus pour essayer que les citoyens, lorsqu'ils prendront la décision, ils aient en main les informations pertinentes, rigoureuses, complètes, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Alors voilà l'essentiel de ce projet de règlement municipal. Merci beaucoup, M. Langelier. J'invite maintenant M. Michel Veilleux, conseiller de Sainte-Monique, à venir vous expliquer pourquoi la municipalité de Sainte-Monique a choisi de travailler sa réglementation à partir du règlement de M. Langelier. Bonjour tout le monde. Comme le disait un de mes vieux amis de 83 ans, on a la chance dans notre MRC de vivre dans un jardin. On vit dans un environnement qui est magnifique, puis l'invasion appréhendée des éoliennes va le défigurer. L'implantation de ces monstres de béton, d'acier puis de composite, ça pose une panoplie de questions. On me dit de me rapprocher. Est-ce que vous entendez? Qu'en est-il du bruit? Premier questionnement. Correct? Certains prétendent que les éoliennes font peu ou pas de bruit. Par contre, les résidents qui vivent près des éoliennes, mettons moins de 2 km, eux autres, ils disent qu'à certains moments, ça fait peu ou pas de bruit, mais qu'à d'autres moments, par exemple, les belles soirées d'été, à ce moment-là, le bruit est dérangeant, puis ça les empêche de souper dehors, de s'asseoir tranquillement dans leur cour ou de dormir les fenêtres ouvertes. Le bruit d'une éolienne, ce n'est pas uniforme comme celui d'un ventilateur. L'intensité varie d'une seconde à l'autre, et ça, c'est dérangeant. Deuxièmement, qu'en est-il des questions de santé? Ce qu'on appelle le syndrome éolien, qui est souvent ridiculisé par certains politiciens et certains promoteurs, c'est bien documenté. Il y a un pourcentage des gens qui vivent près des éoliennes qui ont des problèmes de stress, de sommeil, des maux de tête, des étourdissements, des problèmes endocriniens, cardiovasculaires, etc. Troisième questionnement, c'est au niveau de la division. L'arrivée des éoliennes, ça cause la division dans les communautés locales.
Puis je peux vous dire qu'ici, c'est déjà commencé, puis que j'en ai subi les effets. Quatrièmement, l'aspect écologique. Comme vous le savez, le vent, des fois, il n'y a pas de vent, des fois, il y en a un peu, puis des fois, il y en a beaucoup. Puis à ce moment-là, bien, les éoliennes ne peuvent pas fonctionner parce que ça les briserait. Donc, ça prend des sources d'électricité alternatives pour compenser. Quelles sont ces sources-là? Quelles vont être les conséquences de leur utilisation? Un autre problème avec les éoliennes, c'est que ça prend beaucoup d'espace pour très peu d'électricité fournie. Autrement dit, bien des problèmes pour pas grand-chose. On pourrait parler longtemps de l'aspect écologie, là, mais rapidement, là, il y a des populations d'oiseaux, certaines populations d'oiseaux qui sont affectées par ça et qui vont être réduites. Ça peut aller jusqu'à 75 %. Il y a des problèmes aussi avec les chauves-souris, dont le rôle dans la nature est très important. Il y a aussi la question de la construction puis du démantèlement des éoliennes. Et ça, c'est pas écologique du tout. On peut considérer que les éoliennes, c'est une négation de l'écologie. C'est une absurdité écologique. Cinquièmement, questionnement, c'est la question de l'aspect financier. Il y a quelques cultivateurs, quelques-uns seulement, et des municipalités qui vont empocher des redevances. D'un autre côté, il y a des citoyens dont la valeur de propriété va être détruite. Une destruction qui peut aller jusqu'à 40 % dans certains cas. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'avec les éoliennes, on va connaître un enrichissement collectif ou plutôt un appauvrissement collectif, avec des gagnants puis avec des perdants? Il y a d'autres questions aussi qui se posent. Par exemple, c'est comment ce projet-là de 1,2 milliard va être financé? Quels sont les risques financiers de ce projet-là? On a posé des questions à la MRC, puis on n'a toujours pas de réponse. Puis on leur a posé des questions, c'est parce qu'eux autres, ils veulent participer à 50 % dans ce projet-là. Donc, étant donné tous ces questionnements-là, bien, nous autres, à Sainte-Monique, on a choisi de travailler sur un règlement en s'inspirant du règlement proposé par M. Langelier pour se donner du temps pour avoir une saine réflexion, si on veut, par rapport à ce dossier-là. Et on va le faire à partir du principe suivant, et ça, c'est très important, vous devez le retenir, c'est qu'à Sainte-Monique, les gens passent avant l'argent. J'invite maintenant Rachel Feldman, conseillère municipale de Saint-Zéphirin de Courval, qui est une élue qui n'est pas en faveur du projet, comme il y en a dans tous les conseils municipaux de la MRC, mais qui n'ont pas souvent la parole jusqu'à maintenant. Bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui car je suis une élue et une citoyenne inquiète de la situation entourant le projet éolien de la MRC. Sur la place publique, comme l'a dit Janie, beaucoup de place a été accordée aux élus et aux arguments favorables au projet de l'implantation des éoliennes dans un milieu habité et agricole. Nombreux sont les élus municipaux et même provinciaux qui se prononcent en faveur de ce projet. Ils apportent surtout un argument économique, un positionnement en faveur des redevances qui laisserait, selon eux, la place aux municipalités de rêver d'un avenir meilleur. Pourtant, dans l'absence d'un montage financier complet et public, ni les élus ni les citoyens peuvent se positionner face à un projet qui modifiera de façon importante leur milieu de vie pendant des générations à venir. Pour reprendre l'avis du BAP, du projet éolien de l'Érable et de la MRC de Pierre de Sorel, je cite: « Le BAP estime que la population dont le cadre de vie quotidien est visé par un projet éolien devrait être associée au choix sur la pertinence d'y autoriser ou non l'implantation d'éoliennes dans les endroits appropriés à l'occasion de consultations préalables. De plus, le BAP est d'avis, et je cite encore, que la participation des collectivités concernées au processus décisionnel constitue un facteur d'acceptabilité sociale des projets. On comprend donc que la participation des citoyens à la prise de décision quant à l'implantation d'éoliennes dans leur milieu de vie est primordiale avant d'aller de l'avant avec un tel projet. Dans le contexte actuel, on semble fonctionner à l'inverse.
Plusieurs décisions ont déjà été prises, mais la toute première décision, soit d'implanter ou non ces machines industrielles en milieu habité et agricole, aurait dû appartenir aux citoyens. Mais malgré le fardeau mis sur les citoyens, on a vu les résultats de la mobilisation citoyenne dans la MRC d'Arthabasca et des référendums sont sûrement à prévoir dans la MRC de Nicolet-Yamaska dans les mois à venir. Mais pour prendre une telle décision, une réflexion approfondie s'impose. Il est crucial de consulter des experts, incluant les plus éminents des experts, les riverains qui ont eux-mêmes vu leur cadre de vie, leur qualité de vie et le tissu social de leur milieu se faire complètement bousculer par l'arrivée d'un projet éolien. Les rapports du BAP sont aussi un excellent recueil historique des drames vécus par les citoyens dans le cadre de l'implantation des éoliennes. En tant qu'élu, je me dois d'analyser, de considérer et de retenir les propos des centaines de citoyens qui se sont sentis brimés de leurs droits, ignorés et mis de côté afin de favoriser l'implantation des éoliennes à proximité de leur résidence. La fracture sociale est un enjeu qui ne se chiffre peut-être pas aussi aisément qu'un bilan financier ou des retombées économiques éventuelles. Mais comment comptabiliser les pertes de revenus des entrepreneurs qui se verront boycottés à cause de leur prise de position? Comment chiffrer la perte de valeur des maisons? Comment comptabiliser le coût pour les familles et les voisins qui ne se parleront plus? La fracture sociale est déjà parmi nous et l'expérience, si on se fie à l'expérience de nos prédécesseurs, incluant nos voisins Arthabasca, elle ne va que s'empirer. Pour reprendre encore les paroles du BAP, des impacts psychosociaux pourraient perdurer dans la communauté que le projet se réalise ou non. Et pour les citoyens de la MRC de l'Érable, 10 ans plus tard, ces impacts sont encore présents et réels. Je vois donc dans le projet de règlement proposé par M. Langelier et M. Girard une chance pour les municipalités de prendre un peu de recul, d'entamer une réflexion de concert avec les citoyens. J'ai proposé à mon conseil d'adopter ce règlement pour essayer d'instaurer un climat social un peu moins tendu et commencer avec les normes les plus serrées pour ensuite évaluer si un relâchement est pertinent ou non. Je termine en soulignant l'important travail que le comité citoyen fait, bénévolement, de faire ressortir l'autre côté de la médaille d'un projet éolien en milieu habité et agricole. Il y a d'un côté la promesse de retombées économiques et de l'autre une panoplie d'enjeux qui sont difficilement chiffrés, mais qui pèsent lourd dans le quotidien des citoyens et même la faune et la flore affectées. J'encourage donc tous les élus et les citoyens de la MRC à prêter leur attention aux activités d'information que présente le comité citoyen. C'est seulement après avoir bien analysé les pour et les contre qu'on peut raisonnablement prendre une décision éclairée. Merci. Je voudrais, en terminant, souligner que notre comité a été contacté par des gens de la MRC de Lotbinière. Est-ce qu'ils sont présents aujourd'hui? Non, OK. Mais donc, dans d'autres MRC, il y a des inquiétudes, des gens qui vivent la même histoire que nous et qui nous contactent pour profiter des étapes qu'on a déjà mises en place de la mobilisation citoyenne qu'on fait ici. Et ça, pour moi, ça démontre que c'est une réflexion provinciale qu'on doit avoir avec ce qui se passe. C'est pas seulement dans notre petite MRC. Il y a vraiment un déploiement fait précipitamment de la part d'Hydro-Québec, de la part du gouvernement de la CAQ actuellement. Et je crois qu'ils doivent remettre en question leur façon de faire. Moi, j'ai utilisé le cadre de référence sur la participation publique pour pouvoir parler de la façon dont ça se fait actuellement à la MRC. Et ce n'est pas que la faute de la MRC, dans le sens que le gouvernement ne leur donne vraiment pas le temps nécessaire pour mettre en place ce qu'ils recommandent eux-mêmes dans leur cadre de référence sur la participation publique. On n'est pas en situation actuellement de pouvoir bien vivre ce déploiement de projets qu'ils voudraient faire dans nos milieux. Alors, et je trouve qu'ils doivent aussi reconsidérer sérieusement le financement des municipalités et qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme ça où les municipalités doivent trouver des façons de se financer, puis qui n'ont même pas le temps de vérifier comme il faut à long terme si c'est un projet, comme le dit M. Veilleux, qui va enrichir la population.
Je souhaiterais aussi vous faire la lecture d'un court témoignage qui provient également d'un BAP antérieur et qui m'a particulièrement touchée car il résume exactement mon vécu actuel et des dernières semaines. Donc, je cite Mme Louise Lefebvre du rapport du BAP de l'érable qui dit « Il n'est pas normal que des citoyens ordinaires en soient réduits à négliger leur travail et leur famille afin de se faire entendre par les médias et leurs élus. Nous devons assister à des consultations, assembler, écrire des lettres, des mémoires, prononcer des conférences, organiser des réunions d'information, publier des documents, payer pour leur envoi par la poste, participer à des débats publics, se présenter peut-être aux élections municipales, se déplacer, engager des frais, s'organiser en réseau, rencontrer nos députés, nos ministres et surtout risquer de se retrouver en froid avec ses voisins. Je vous remercie tout le monde de vous être déplacés et d'être venus soutenir le message, le cri du cœur qu'on voulait lancer aujourd'hui, avant qu'il soit trop tard. Donc, vous êtes bienvenus de venir chercher la documentation de la campagne d'information publique qu'on lance aujourd'hui. Donc, il y a un calendrier. Ils ont peut-être des questions. Oui, oui, effectivement, merci. Séance de questions ouverte. Est-ce qu'on comprend que c'est un règlement qui va on va peut-être essayer de le faire appliquer un peu partout au Québec? C'est effectivement un règlement qui pourrait être appliqué partout au Québec et je trouve que ça serait avantageux pour les municipalités qui ne sont pas actuellement visées par les appels d'offres de le faire en prévention parce que ça a été décrié dans tous les BAP que le fait d'aller chercher les autorisations des propriétaires terriens de manière individuelle, sans même consulter d'abord les conseils municipaux, ça fait partie d'un facteur de non-approbation sociale des projets, de problématiques. Donc, ce règlement-là permettrait que d'abord, ça passe par une décision municipale avant d'aller faire signer des contrats d'option. Donc, c'est intéressant pour les municipalités qui ne sont pas encore visées par les projets et celles qui le sont, bien, qui veulent se donner le temps de faire les choses comme il faut, comme on l'a nommé aujourd'hui. Oui, j'encourage qu'ils adoptent, qu'ils s'intéressent au règlement. Monique est démontrée d'ouverture. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été approchés dans la MRC? Tout le monde, toutes les municipalités de la MRC ont reçu le projet de règlement de M. Langelier le 5 juin dernier. On a demandé que ça soit transmis à tous les conseillers municipaux. Malheureusement, on sait que la majorité des conseillers ne l'ont pas reçu. Ça ne leur a pas été transmis. Donc, les maires et les DG qui ont eu cette proposition pour l'instant. Il y a une sortie publique il y a peut-être 2 semaines de la MRC. On a compris qu'on voulait peut-être un peu ralentir au risque de manquer justement le premier appel d'offres. Vous voulez qu'on aille encore plus loin que ça? Bien oui, parce que ça nous laisse dans un flou, comme je l'ai nommé au début, de dire que peut-être qu'on ne va pas donner les appels d'offres le 12 septembre. Au moins, si c'était clair qu'on y allait, on sait qu'il faudrait adopter les règlements de zonage et puis qu'on pourrait peut-être aller en référendum, l'ouverture de registres, comme il se fait dans la MRC d'Arthabasca. Mais là, en laissant ça comme possibilité qu'on n'aille pas de l'avant, comment les choses vont se passer? C'est l'insécurité. Puis dans le document que je vous parlais tout à l'heure, le cadre de référence sur la participation publique, c'est nommé que c'est très important que les citoyens aient le calendrier, sachent à quoi s'en tenir, puissent se préparer d'avance pour les actions citoyennes qu'ils peuvent poser. Et là, ce n'est pas le cas actuellement. Vous avez parlé de distance maximale. On est à combien dans le règlement là, qui a été imposé? 2 kilomètres dans le règlement que M. Langelier propose par principe de précaution. Le temps qu'on ait des données claires qui nous permettent de délimiter qu'on peut réduire cette distance-là basée sur des arguments scientifiques. Parce qu'en ce moment-ci, ce qu'on comprend, c'est que le 800 mètres qui n'est pas encore public parce qu'il vient du projet de règlement de la MRC qui ne nous a pas été présenté aux citoyens, il a été présenté seulement aux promoteurs. Bien, ce 800 mètres-là serait basé sur une capacité d'être rentable pour les compagnies, mais pas sur une donnée scientifique qui dit qu'à 800 mètres, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'à 2 km, ça ne vient pas mettre un terme complètement? Il n'y a pas de possibilité d'être à 2 km dans la MRC? Bien, en fait, l'idée, c'est pas de dire de façon permanente, ça serait à 2 km. Le 2 km existe dans certaines MRC, dont celle de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais l'idée, c'est de dire, écoutez, les monstres mécaniques dont on nous parle actuellement, il n'y en a pas au Québec.
Donc là, comment est-ce qu'on peut anticiper le bruit, par exemple, que vont produire ces machines-là? Tu sais, les machines, là, ils font 200 mètres. La place Ville-Marie a fait 184 mètres. Ça vous donne une idée de la dimension de ces machines-là. Le pont La Violette fait 101 mètres ou 107 mètres. En tout cas, c'est 2 fois plus haut que le pont La Violette. C'est 5 fois et demi le clocher de l'église ici. Personne n'est capable de s'imaginer de quoi ça va avoir l'air pour vrai dans nos campagnes. Puis, en ce qui concerne juste l'élément du bruit, déjà, l'Institut de santé publique du Québec avait mis en garde en disant, écoutez, là, on sait, parce que les éoliennes qui sont au Québec, en généralement, c'est 2, 3. Les plus grosses, actuellement, c'est 4 dans le coin des îles de la Madeleine. Alors, là, on peut anticiper à peu près ce que ça veut dire comme bruit, mais on ne le sait pas véritablement. Et les compagnies tiennent des discours hallucinants, là. Tu sais, que ça mène le bruit qu'on entend dans une bibliothèque. Bon, on comprend là, qu'on veut vendre le projet, mais ça semble totalement invraisemblable. Puis pour mesurer le bruit, ne serait-ce que cet élément-là, sur le plan scientifique, ben, il faut installer des capteurs, puis voir sur une période assez prolongée quelle est la courbe, puis en fonction de la pression atmosphérique, du vent, de toutes sortes d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais là, on n'a aucun de ces éléments-là. Alors, on demande à toute fin pratique aux citoyens et aux citoyennes de faire un acte de foi. Ça devrait bien aller. Bon, c'est une formule qu'on a beaucoup entendue, ça devrait bien aller. Mais il faut peut-être se questionner un peu avant d'installer ces monstres mécaniques-là. Alors donc, c'est d'établir des standards très importants en vertu du principe de précaution, quitte à ce que, quand on aura les données scientifiques probantes, peut-être qu'on pourra réduire quelque peu cette distance-là. Peut-être qu'on ne pourra pas la réduire. Mais quand vous parlez que c'est non rentable, bien, là, la jurisprudence en matière environnementale a déjà tranché cette question-là. Le fait qu'un projet sécuritaire implique des enjeux financiers défavorables pour le promoteur, c'est déjà prévu dans la jurisprudence que c'est le bien public qui doit l'emporter dans un tel cas. Alors, est-ce que c'est le bon endroit? Parce que la question que vous posez, finalement, nous ramène, est-ce que c'est le bon endroit pour les installer? Par exemple, il y a des chercheurs qui nous disent, pourquoi est-ce qu'on ne les installe pas avec des éoliennes marines dans les bassins d'Hydro-Québec et sur le pourtour des bassins, et on pourrait aller chercher vraisemblablement 20 à 30 TWh. Et donc, c'est le tiers de ce que notre ministre nous dit qu'il y a besoin pour réaliser ces projets. Alors, est-ce que, donc, c'est la question des distances séparatrices, mais plus fondamentalement, est-ce que c'est la bonne place pour mettre ça en territoire agricole? Vous savez, l'UPA a déjà pris position dans la MRC de Drummond en disant, vous savez, il ne faut pas croire qu'on ne crée pas de richesse, là. Nous, on crée de la richesse de 575 millions par année. Alors, si vous nous faites sur nos terres agricoles des grands espaces de 12 mètres et plus pour se rendre à la fameuse plateforme, ça commence à signifier passablement de terres agricoles qui vont être prises en compte, là. Alors, il y a toutes sortes d'éléments de cette nature-là qui vaut la peine d'analyser avant de se lancer tête baissée là-dedans. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Sainte-Monique. Je suis avec le conseiller municipal Michel Veilleux. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes à une séance d'information d'un organisme qui veut un choix éclairé dans le dossier des éoliennes. Alors, vous êtes partie des gens qui ont pris la parole aujourd'hui. Il y a été beaucoup question, entre autres, de la division que la façon de mener le projet là, a amené dans nos communautés jusqu'à maintenant. Comment ça se vit là, pour vous dans votre communauté? Écoutez, ça serait délicat de donner des exemples de ça. Parce qu'il y a des gens qui se reconnaîtraient, puis je pense que ça ne serait pas bon.
Donc, parce qu'il y a des gens pour et des gens contre. Il y a des gens qui ne se sont pas encore fait une idée claire là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que de part et d'autre, là, chacun fait valoir ses arguments. Mais bref, il y en a parmi disons, les plus échauffés de chacun des côtés qui se lancent dans des enflures verbales. Là. Des fois, ça peut déraper, notamment avec les réseaux sociaux, évidemment, de nos jours. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'atténuer ça? Bien, je pense que le projet de règlement qui est proposé par M. Langelier, c'est déjà un grand pas dans cette direction-là, parce que ça donne le temps de réfléchir, puis ça donne le temps aussi aux experts de se prononcer là-dessus. Fait qu'à ce moment-là, on a plus de chances, comment je dirais ça, d'atteindre, je dirais peut-être pas un certain consensus, mais en tout cas quelque chose qui ressemble à ça par rapport aux éoliennes. Et donc, d'en favoriser l'acceptabilité ou, au contraire, le refus. Parce qu'il y a le grand principe de consultation des populations. Là, Hydro-Québec est arrivé avec son appel d'offres, puis là, c'était comme, une vente juste, tu sais, meilleure avant telle date, là, tu sais. Donc, les gens doivent réagir. Donc, ça, c'est un peu ça qui a peut-être créé la dynamique. Oui, c'est ça. C'est comment je dirais ça, le fait qu'Hydro-Québec était très pressé. Mais je pense qu'on ne doit pas se laisser influencer par ça. Puis il faut y aller à notre rythme. De toute façon, les promoteurs d'éoliennes, ils vont revenir à la charge. Moi, ça ne m'inquiète pas. Donc, la MRC a communiqué récemment sur sa volonté, justement, d'aller à un rythme qui serait propre, là, justement, à l'ensemble de la MRC ici. Mais ce que vous trouvez, c'est que ça laisse un flou sur l'échéancier, sur les étapes qui s'en viendraient, et ça fait en sorte que les gens qui sont peut-être, opposés, ne peuvent pas, voir venir puis réagir à ça? Oui, tout à fait, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de flou. On ne sait pas où on s'en va. Puis, il y a beaucoup d'opacité alentour de ce projet-là. Et ça, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait plus de transparence. Puis, en fait, ça fait pas si longtemps que ça là, qu'on parle d'éoliennes ici. Et déjà, on en est rendu à ce genre de climat social-là où, ça peut diviser des familles, ça peut diviser des amis, ça peut diviser des communautés entières. Donc ça, c'est l'aspect peut-être le plus déplorable de la chose jusqu'à date. Là. Mais regardez, nous autres, on avait entendu parler, mettons, à la fin décembre, qu'il était question d'éoliennes. Mais tu sais, pas plus que ça. Puis, à la fin mars, il y a un agriculteur qui nous a contactés ici à Sainte-Monique, puis qui était, comment je dirais ça, sollicité par un promoteur. Puis c'est là qu'on a vu là, que vraiment, là, ça s'en venait, là. Puis, c'est ça, le 31 mars, je pense que c'est à ce moment-là que Hydro-Québec a lancé son appel d'offres. Puis, il voulait des réponses des promoteurs, des soumissions pour, je pense, le 12 septembre. Puis, c'est là qu'on a vu là, que vraiment, là, ça s'en venait, là. Qu'il fallait réagir. En fait, c'est arrivé sur le terrain là, des vaches, pourrait-on dire, avant d'arriver dans les salles de conseils municipaux. Tout à fait, tout à fait. Puis, dans le fond, c'est un peu l'inverse de la façon dont ça aurait dû procéder. Ça aurait dû commencer avec les conseils municipaux, puis après ça, aller voir les agriculteurs. Mais c'est un peu la façon de fonctionner. On regarde comment ça fonctionne en Europe. Puis, c'est très intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs, là. Ici, dans la MRC Nicolette-Yamaska, on ne détient pas nécessairement toute la vérité. Il faut faire preuve d'un peu d'humilité puis regarder ce qui se passe ailleurs. Ça nous apprend beaucoup. Alors là, il y a tout un programme de diffusion, de documentaires, de rencontres avec des experts qui est proposé par l'organisme pour un choix éclairé dans la MRC Nicolette-Yamaska. Donc ça va pouvoir continuer de faire avancer la réflexion des gens, peut-être, particulièrement les indécis, peut-être, parce qu'il y a des gens qui sont déjà campés dans leur position. Là, on ne pourra rien changer à ça. Là. Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui ne changeront jamais d'avis. Donc, le but, c'est un peu de revenir en arrière, de dire, bon, là, on calme le jeu, on remet, disons, le compteur à zéro, puis peut-être commencer de la façon dont ça aurait dû se faire au départ, puis par la bonne porte. Puis... Tout à fait. C'est ça qu'il faut faire. Comme je vous disais, dans le fond, dans ce dossier-là, on a procédé de façon inverse. On dit, on s'en va vers les éoliennes, on en veut, c'est ci, c'est ça.
Puis après ça, ben là, nous autres, on arrive, on pose des questions, puis on n'a pas de réponse. Et quand vous parlez comme ça dans votre propre conseil, avez-vous une certaine réceptivité de la part de vos collègues? Je vous dirais qu'au conseil de Sainte-Monique, là, c'est quasi unanime. Il y a peut-être une conseillère dont le conjoint est un agriculteur, puis qui a signé. Puis elle, ben, nous l'a indiqué. Dans le fond, elle était en conflit d'intérêts. Fait qu'à ce moment-là, quand il est question d'éoliennes, ben, elle se retire tout simplement. Mais, je veux dire, c'est une très bonne conseillère. Il n'y a pas de problème avec cette conseillère-là. Puis, l'atmosphère est très bonne au conseil. Elle a eu le bon réflexe, en fait. C'est ce qu'il faut faire quand il y a conflit d'intérêts. Tout à fait. Puis, mais elle, il faut la comprendre. Là. Je veux dire, elle ne veut pas se prononcer là-dessus parce qu'elle ne veut pas mettre son mariage en péril. Tout à fait. Donc, c'est ce genre de réflexe-là qui peut nous permettre de mettre à l'abri, disons, justement, la paix sociale ou la paix conjugale dans ce cas-là. Tout à fait. En fait, je veux souligner que au conseil municipal à Sainte-Monique, là, la question du dossier des éoliennes, la position qu'on prend, c'est-à-dire de se donner un temps de réflexion, c'est pas juste le fait d'une seule personne. C'est le fait de, en fait, la majorité, l'ensemble du conseil. C'est bien. Je vous remercie beaucoup pour votre franchise, votre sincérité. Alors, j'étais avec Michel Veilleux, qui est conseiller municipal ici même à Sainte-Monique. Merci. Merci.